Pourquoi avons-nous assisté à autant d'événements aériens mortels au cours des derniers mois? Y a-t-il un problème plus large concernant la sécurité aérienne ici, ou que se passe-t-il exactement? Comme toujours, il est crucial d'examiner les détails. Et même s'il y a certainement des leçons à tirer de ces accidents, trouver un véritable schéma est une autre histoire. Restez avec nous. La fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 ont été extrêmement difficiles pour l'industrie aéronautique. La série de terribles nouvelles a commencé avec le vol 8243 d'Azerbaijan Airlines qui s'est écrasé alors que son équipage tentait un atterrissage d'urgence à Aktau, au Kazakhstan. Cela s'est produit le 25 décembre et depuis lors, les autorités chargées de l'enquête au Kazakhstan ont publié un rapport préliminaire, pour l'instant disponible uniquement en russe, qui confirme certaines des informations dont nous disposions déjà et nous en apporte de nouvelles. Comme nous le savions dès le début, les pilotes de l'appareil avaient rencontré des conditions météorologiques très difficiles, ainsi qu'un manque de GPS pour la navigation en raison du brouillage et du spoofing alors qu'ils se dirigeaient vers leur destination initiale de Grozny, en Russie. Ils ont d'abord effectué 2 tentatives d'atterrissage infructueuses, puis envisagé une troisième. Mais en plus de leurs problèmes de GPS, il semblait également que certains des aides à la navigation au sol ne fonctionnaient pas correctement. À ce moment-là, il y avait des rapports indiquant que les forces russes étaient à l'affût de drones ukrainiens dans cette même région. Et alors que l'équipage de l'avion d'Azerbaijan Airlines planifiait sa prochaine action, l'enregistreur de voix du cockpit a enregistré ce que le rapport préliminaire a décrit comme un bang sonique. Peu de temps après ce premier événement, les 3 systèmes hydrauliques sont tombés à zéro ou presque, et les principales surfaces de contrôle de l'appareil sont restées bloquées en position neutre pour le reste du vol. Et comme si cela ne suffisait pas, la cabine de l'appareil s'est également dépressurisée. Dans la confusion, l'équipage ne pouvait pas vraiment savoir ce qui était réellement arrivé à leur appareil. L'équipage a signalé au pilote l'explosion de 2 sièges, possiblement suite à une collision aviaire, information relayée par le pilote au contrôleur aérien. Ils ont alors demandé un déroutement vers un autre aéroport en Russie, notamment vers Mineral-Nivodi et Makchakala, mais selon le rapport provisoire, la météo sur ces 2 terrains de dégagement était loin d'être favorable. Les pilotes ont alors d'abord décidé de retourner à leur aéroport d'origine à Bakou avant de se renseigner sur les conditions météorologiques à Aktau, au Kazakhstan. Et c'est finalement vers cet aéroport que l'équipage a décidé de se dérouter. À ce moment-là, ils avaient déjà informé leur contrôleur aérien qu'ils avaient perdu toutes leurs commandes principales et qu'ils ne pouvaient piloter l'avion qu'en utilisant la poussée différentielle de leur moteur. C'est donc ce qu'ils ont fait en traversant la mer Caspienne en direction d'Aktau. L'équipage a pu sortir le train d'atterrissage et même déployer certains volets à l'approche d'Aktau, mais ils avaient évidemment encore du mal à contrôler l'appareil. Et à 6h27 et 58 secondes UTC, environ 1h15 après ce qui ressemble désormais à une frappe de missile au-dessus de la Russie, le Embraer E190 a finalement percuté le sol à environ 5 km de la piste la plus proche de l'aéroport d'Aktau. Parmi les 67 personnes à bord, 38 dont 35 passagers et 3 membres d'équipage, y compris les 2 pilotes, ont perdu la vie. J'examinerai cet événement de manière encore plus approfondie lorsque nous aurons un rapport final, mais pour l'instant, je peux seulement vous dire qu'il me semble incroyable que ces pilotes aient réussi à maintenir cet avion endommagé en vol et sous contrôle aussi longtemps, et qu'en plus, ils aient réussi à le rapprocher d'un aéroport avant de perdre les commandes. Cela a sans doute sauvé de nombreuses vies. Rappelez-vous encore une fois qu'ils ne disposaient que de la poussée différentielle de leur moteur pour manœuvrer, et nous savons maintenant qu'en plus de l'arrière du fuselage, qui a probablement été touché par des fragments de missiles, au moins un de leurs moteurs et l'aile associée présentaient également des dommages similaires. 3 jours seulement après cette tragédie, un de Havilland Dash 8 de PAL Airlines, opérant sous le vol Air Canada 22-9, a subi un effondrement du train d'atterrissage lors de son atterrissage sur la piste 24 à Halifax, au Canada. Le moteur gauche et l'aile gauche ont tous deux fini par toucher la piste, provoquant des étincelles et un début d'incendie alors que l'avion terminait son atterrissage de nuit.
Il s'est avéré par la suite que l'appareil avait en fait subi une crevaison d'un pneu au départ, ce qui n'a été remarqué ni par l'équipage ni par quiconque à l'aéroport de départ. Le déséquilibre dû au pneu crevé a provoqué une vibration qui a déverrouillé le train d'atterrissage lors de l'atterrissage. Heureusement, les 73 passagers et les 4 membres d'équipage de ce vol ont pu évacuer l'avion endommagé sans qu'aucune blessure ne soit signalée. Mais cet événement a tout de même eu une assez grande couverture médiatique et nous espérions tous que l'année 2024 se terminerait sans autre accident que celui-ci. Mais ce ne fut pas le cas, malheureusement. Dès le lendemain, une véritable tragédie s'est produite. Le 29 décembre, le vol Jeju Air 2216 a atterri train rentré sur la piste 19 à l'aéroport de Mohan en Corée du Sud, avant de dépasser la piste à grande vitesse et de percuter un talus en béton. Sur les 175 passagers et 6 membres d'équipage, seuls 2 membres d'équipage situés à l'arrière de l'appareil ont réussi à survivre à l'accident dévastateur et à l'explosion violente qui a suivi. C'est une histoire dont nous en saurons plus lorsque le rapport final sera prêt. Mais il existe déjà quelques malentendus concernant certains détails importants, c'est pourquoi j'ai décidé de publier une vidéo préliminaire exceptionnelle à ce sujet sur Montour Pilot. Et dans cette vidéo, je vais couvrir les conclusions du rapport préliminaire et vous donner une analyse approfondie des systèmes et des procédures qui auraient été impliquées dans un événement comme celui-ci. Mais évidemment, toujours sans spéculer sur la cause exacte. Si cette vidéo est en ligne quand vous la regardez, vous pouvez la visionner ici. Après la tragédie en Corée du Sud, un autre événement très médiatisé s'est produit, qui heureusement n'a fait aucune victime, mais qui a détruit l'avion impliqué. Cela est arrivé au vol 391 d'Air Busan, encore une fois en Corée du Sud, qui devait relier Hong Kong le 28 janvier de cette année. Ce vol était en train d'effectuer le pushback pour le départ lorsqu'un incendie s'est soudainement déclaré près de l'arrière de la cabine passager pour des raisons initialement inconnues. Le pushback a été immédiatement arrêté. La fumée et l'incendie persistant ont poussé l'équipage à évacuer l'avion en utilisant les toboggans d'urgence. Tout le monde a pu sortir sain et sauf, mais il y a eu 4 blessés causés par l'évacuation, ce qui est toujours une possibilité lorsque nous prenons la décision d'évacuer. Malheureusement pour le pauvre Airbus, les pompiers de l'aéroport n'ont pas réussi à maîtriser l'incendie avant 1h15 après son déclenchement, moment où l'appareil était déjà complètement détruit. L'enquête est toujours en cours, mais nous avons eu un indice intéressant sur la cause probable quelques jours plus tard, lorsque Air Busan a annoncé que ses passagers ne seraient plus autorisés à placer des batteries externes dans les bagages rangés dans les compartiments supérieurs. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les batteries au lithium et les nombreux problèmes qu'elles peuvent causer à bord. En général, il est interdit de stocker ce type de batterie dans la soute, sauf si elles sont extrêmement petites. Et ceci en est probablement un bon exemple. Mais il faut préciser que certaines compagnies aériennes font aussi ce qu'Air Busan vient d'annoncer, car accéder rapidement à ce type de batterie lorsqu'elles sont rangées parmi les sacs et valises dans les coffres à bagages peut s'avérer délicat. Donc nous ne savons pas vraiment avec certitude si c'est bien cela qui a causé cet incident. Mais malheureusement, ce n'était pas la fin des horreurs de ces dernières semaines et je vais en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais partager quelque chose d'assez important avec vous. Mon équipe et moi tentons d'accroître la fréquence de nos publications et de réagir plus vite aux événements dans le monde de l'aviation récemment. J'espère que vous l'avez remarqué. Seulement un jour après l'accident d'Air Busan, la plus grande catastrophe aérienne ayant frappé les États-Unis depuis plus de 10 ans s'est produite. Le 29 janvier, l'équipage d'un CRJ 700 de PSA Airlines assurait le vol American Airlines 5342 de Wichita, Kansas, à destination de l'aéroport national de Washington, aux États-Unis. Les transcriptions du Cockpit Voice Recorder révèlent que les pilotes prévoyaient d'atterrir sur la piste 01 avec une approche Instrument Landing System, mais ont changé de plan lorsque le contrôleur aérien les a autorisés à effectuer une approche visuelle sur cette même piste. Donc une approche différente, potentiellement plus serrée, mais vers la même piste. Maintenant, lorsque l'équipage du CRJ a contacté le contrôleur de la tour, on leur a demandé s'ils pouvaient accepter un circuit d'approche pour atterrir sur la piste 33 à la place. Ce n'était pas la piste prévue et cela nécessiterait un petit écart visuel, d'abord à droite puis à gauche.
et l'équipage a brièvement discuté de la demande du contrôleur qui les obligeait à passer à une approche visuelle en circuit alors qu'ils étaient en fait assez proches de l'aéroport. Et ils ont finalement dit qu'ils pouvaient l'accepter. Au même moment, un hélicoptère de l'armée américaine, un Sikorsky UH-60 Black Hawk avec l'indicatif PAT-25, effectuait un vol d'entraînement en volant vers le sud, le long du fleuve Potomac. À ce stade de sa trajectoire, il ne devait pas dépasser 200 pieds au-dessus du sol afin de maintenir une séparation avec le trafic en approche à Washington National. Le trafic à l'aéroport était assez dense à ce moment-là, ce qui expliquait en partie pourquoi le contrôleur aérien avait demandé à l'équipage du Canadair Regional Jet de changer de piste. Et ce même contrôleur aérien a également demandé à l'équipage de l'hélicoptère de l'armée s'ils avaient le Canadair Regional Jet en visuel, leur indiquant d'abord que le jet effectuait une approche en cercle vers la piste 3-3. Le contrôleur aérien a répété le message à l'équipage de l'hélicoptère de l'armée, qui a confirmé avoir le Canadair Regional Jet en visuel. Le contrôleur leur a alors demandé de passer derrière l'avion de ligne. À ce moment-là, l'hélicoptère communiquait sur une fréquence UHF, tandis que l'avion utilisait une fréquence VHF. Il n'aurait donc pas pu entendre les transmissions de l'autre, seulement celles des contrôleurs. Le Canadair Regional Jet était équipé du Traffic Collision Avoidance System qui pouvait détecter l'hélicoptère, mais à cette faible altitude, les résolutions de trafic sont généralement inhibées afin d'éviter de donner des instructions de manœuvre dangereuses près du sol. Pour cette raison, les pilotes du Canadair Regional Jet n'ont reçu qu'un trafic aérien, un avis de trafic, qui disait simplement « trafic, trafic ». Et malheureusement, ils n'ont pas eu la possibilité de voir l'hélicoptère avant qu'il ne soit trop tard. Selon le National Transportation Safety Board, les pilotes n'ont eu le temps que d'augmenter légèrement leur cabrage avant d'entrer en collision avec l'hélicoptère à une altitude d'environ 325 pieds, plus ou moins 25 pieds. Il y avait 60 passagers et 4 membres d'équipage à bord de l'appareil Canadair Regional Jet, ainsi que 3 personnes dans l'hélicoptère, toutes ayant péri dans la collision en vol et le crash, qui a suivi dans le fleuve Potomac. Il s'agissait du premier accident d'un avion de ligne immatriculé aux États-Unis sur le sol américain depuis le crash de Colgan Air en 2009. Au moment où nous enregistrons ceci, il y a encore beaucoup de discussions concernant l'altitude à laquelle l'hélicoptère volait et la façon dont l'altitude de l'hélicoptère apparaissait sur les écrans utilisés par le contrôleur aérien. Et plusieurs autres facteurs ont pu jouer un rôle dans cet incident, comme la charge de travail des contrôleurs aériens, l'utilisation possible de lunettes de vision nocturne par l'équipage de l'hélicoptère, ainsi que bien d'autres éléments. Je suis certain que le rapport final sur cette catastrophe aura des répercussions importantes sur l'aviation aux États-Unis et au-delà. Et j'en parlerai évidemment sur mon tour pilote lorsque le rapport final sera publié, probablement dans environ 1 an ou même plus. Mais même cela n'était pas la fin des horreurs. Seulement 2 jours plus tard, la série de nouvelles tragiques dans l'aviation s'est poursuivie, cette fois avec le crash d'un Learjet 5-5 à Philadelphie, aux États-Unis. Cette fois, il s'agissait d'un avion médicalisé effectuant un retour avec ses 4 passagers, un médecin, un ambulancier, un patient pédiatrique et sa mère, vers le Mexique. Le vol avec 6 personnes à bord, dont les 2 pilotes, a quitté Philadelphie pour l'aéroport international de Tijuana, avec une escale rapide à Springfield, au Missouri, pour faire le plein. Le vol Mediservice 056 a décollé en utilisant la piste 2-4 montant rapidement avant d'entrer dans une couche nuageuse à environ 182,9 mètres au-dessus du sol. Mais ensuite, pour des raisons inconnues, la montée rapide s'est très vite transformée en une descente extrêmement rapide, avec plus de 11 000 pieds par minute. L'avion a atteint une vitesse sol de 245 nœuds avant de finalement percuter le sol. En plus des 6 occupants, une autre personne au sol a également été tuée et au moins 19 autres ont été blessés dans l'accident. L'impact a été extrêmement violent et a créé un énorme cratère, l'avion s'étant complètement désintégré. Découvrir la cause ultime va être un travail ardu pour les enquêteurs, même si les dernières nouvelles indiquent que l'enregistreur de voix du poste de pilotage a été retrouvé. Maintenant, tous les événements que je viens de décrire se sont produits en un peu plus d'1 mois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons en déduire? Eh bien, un groupe d'accidents comme celui-ci, aussi tragique soit-il, est aussi un exemple de pourquoi nous ne devrions jamais spéculer sur les causes avant d'avoir tous les faits.
Chercher des schémas familiers dans les événements qui nous entourent fait partie de la nature humaine. C'est ainsi que nous justifions et donnons du sens à notre environnement. Et à première vue, une liste d'accidents comme celle-ci peut rendre les personnes déjà anxieuses en avion encore plus nerveuses, car évidemment, cela donne l'impression que quelque chose se passe. Mais y a-t-il vraiment des schémas ici ? Une histoire concerne un équipage expérimenté qui a réussi à garder le contrôle de leur avion à réaction pendant plus d'une heure après qu'au moins un missile anti-aérien leur ait été tiré dessus, les laissant sans aucune commande de vol principale. Survoler des zones de guerre actives est certainement dangereux, ce n'est donc pas vraiment nouveau en soi. La deuxième histoire concernait un pneu crevé passé inaperçu, ce qui a causé des dégâts supplémentaires à l'avion, des frais et du stress, mais sans aucune victime ni blessé. Et la suivante, l'accident de Jeju Air, soulève certainement beaucoup de questions sur certains systèmes de l'avion et peut-être même sur la conception de l'aéroport, mais elle ne partage pas vraiment de points communs avec les autres accidents. Il en va de même pour l'autre événement sud-coréen impliquant l'incendie de l'avion Air Busan, même si cela constitue probablement un rappel important de la nécessité de prendre les batteries au lithium au sérieux. La collision en vol au-dessus de Washington National et l'accident de Jeju Air sont très importants en soi. Et des sujets tels que la congestion des aéroports ou les effectifs du contrôle aérien sont déjà débattus à la suite de cet incident. Mais encore une fois, il y a peu ou pas de lien entre cet événement et les autres. De même pour le crash du Learjet d'évacuation médicale à Philadelphie. Je tiens à être clair, je ne minimise ni ne rejette aucun de ces événements. Mais même lorsqu'il s'agit de problèmes apparemment évidents dont nous avons déjà parlé, comme la congestion et les effectifs des contrôleurs aériens dans de nombreux aéroports américains, nous devons clairement distinguer les faits de la spéculation ici et ne pas tirer de conclusions hâtives. Vous voyez, faire appel au bon sens dans des cas comme celui-ci fonctionne très rarement. Pour mieux comprendre pourquoi c'est le cas et pourquoi c'est si important, nous devrions considérer les deux crashs du Boeing 737 MAX qui ont eu lieu en 2018 et 2019. Dans ce cas, après le premier crash, de nombreux pilotes et d'autres personnes dans l'industrie ont supposé que cette tragédie avait été principalement causée par une erreur de pilote. Je le sais parce que j'étais en fait l'un de ceux qui ont supposé exactement cela. Maintenant, sans le dire explicitement, Boeing a alors laissé entendre que le problème avec le MCAS n'était pas vraiment un problème et que les consignes existantes sur la façon de gérer le stabilisateur fou étaient tout ce dont nous, les pilotes, avions besoin pour y faire face. Mais comme je l'ai expliqué dans mes deux vidéos sur le MAX sur Mantour Pilot, le MCAS ne s'est pas vraiment comporté comme une panne classique de stabilisateur. Donc, il n'était tout simplement pas aussi facile de gérer ce nouveau système qu'on nous l'avait laissé croire. Mais tout le monde pensait encore à une erreur de pilote après le premier crash. Cette attitude a évidemment changé rapidement après le deuxième crash, le vol 302 d'Ethiopian Airlines, et toute l'industrie aéronautique a finalement tiré ses dures leçons. Mais à ce moment-là, 157 autres vies avaient déjà été perdues. Je sais que je peux sembler un peu répétitif en disant cela, mais chaque incident et accident qui se produit rend vraiment le prochain vol que vous prendrez un peu plus sûr. Mais cela n'est vrai que si nous tirons les bonnes leçons de ces événements et que nous ne tirons pas de conclusions hâtives ou ne cherchons pas des schémas là où il n'y en a pas vraiment. Récemment, j'ai également réalisé une autre vidéo où j'ai mis en lumière un problème potentiellement grave concernant les moteurs utilisés sur le Boeing 737 MAX ainsi que sur plusieurs autres avions modernes, un problème qui pourrait provoquer des fumées dangereuses en cas de collision avec un oiseau. Mais selon moi, les autorités ne semblent pas agir aussi rapidement qu'elles le devraient, voire pas du tout. Faire une vidéo comme celle-là pourrait sembler contredire ce que j'ai dit précédemment à propos du fait de ne pas donner de conseils tant que tous les faits ne sont pas connus ou sur la table. Mais c'est justement là tout mon propos. Nous devons tirer des leçons des incidents et des accidents avant qu'il n'y ait une perte de vie et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Mais pour que cela se produise, nous devons nous assurer de tirer les bonnes leçons sans être détournés par des théories qui finissent par être acceptées comme des faits dans le cycle médiatique, même après que les enquêteurs les ont réfutés. Bien sûr, cela ne signifie pas que les autorités de régulation ne doivent pas agir rapidement après une catastrophe si elles découvrent quelque chose d'important.
Dans le cas de la collision en vol à Reagan-Washington National, la FAA a désormais fermé certaines routes pour hélicoptères et imposé d'autres restrictions de sécurité qui permettront de maintenir une séparation entre les avions de ligne et les hélicoptères. Mais ces mesures étaient assez évidentes à prendre. Nous ne savons pas si ces mesures finiront par être permanentes ou non. Cela dépendra des conclusions de l'enquête. Mais cet accident a également mis en lumière de nombreux autres cas où la FAA a été trop lente à mettre en œuvre les recommandations du NTSB. Quelque chose que nous espérons tous voir changer désormais. Enfin, en ce qui nous concerne, vous, moi et le public voyageur, nous devons également rester vigilants face aux réactions impulsives et aux réponses précipitées lorsque ce genre d'événement se produit. Après un ou plusieurs de ces types d'accidents graves, nous avons tendance à voir beaucoup de publicité autour d'événements plus petits, certes importants, mais beaucoup moins dangereux, qui auraient à peine fait la une des médias s'ils étaient survenus une semaine ou deux auparavant. Bien que ces événements effraient certainement le public voyageur, ni ceux-ci ni les accidents que je viens d'expliquer ne représentent probablement une indication d'un changement dans la sécurité globale des vols. L'aviation reste l'un des modes de transport les plus sûrs que nous ayons, et c'est justement pour cette raison que ces accidents attirent autant l'attention. Moi, mes collègues en cockpit, l'équipage de cabine, le contrôle aérien, les autorités de l'aviation, ainsi que tous les autres acteurs de l'industrie travaillent d'arrache-pied pour maintenir ce niveau de sécurité.